Je me tenais là, assise à cette longue table en acajou, l'encre des papiers de divorce à peine sèche, quand Julien s'est mis à rire. Ce rire, je l'ai entendu tant de fois, mais ce jour-là, il sonnait différent, chargé d'une arrogance insupportable. Il a balancé une carte de crédit noir sur la table. Tiens, Marie, de quoi louer un studio à Saint-Denis pendant 1 mois. Considère ça comme une indemnité de rupture pour un mariage de 2 ans bien gâché. Sophie, sa secrétaire et accessoirement sa maîtresse, gloussaient dans le coin, déjà en train de refaire la déco de son penthouse dans sa tête. Ils me croyaient une orpheline fauchée, sans attache, tremblante de peur. Mais ce qu'ils n'ont pas vu, c'est l'homme au costume anthracite, silencieux, assis au fond de la salle de réunion. Ils ne savaient pas que cet homme était Pierre Caldwell, le propriétaire du gratte-ciel où nous nous trouvions, et mon père, et il ne savait certainement pas qu'en signant ces papiers, Julien venait de sceller son propre avenir. L'air de la salle de conférence, au 45e étage d'un immeuble de la Défense, sentait le cuir cher, le café froid et la destruction imminente d'un mariage. De là, on avait une vue imprenable sur un Paris gris et pluvieux. J'étais assise d'un côté de la table, les mains sagement croisées sur mes genoux. Je portais un simple gilet beige, un peu usé, et aucun bijou. Même mon alliance, je l'avais retirée 3 jours plus tôt. En face, Julien. Il avait l'air du jeune magnat de la tech qu'il prétendait être, de la tête aux pieds. Son costume bleu marine, taillé sur mesure dans une laine italienne, lui allait parfaitement. Sa montre, une Patek Philippe, coûtait plus cher que la plupart des voitures, et son sourire, tranchant. « Faisons simple, Marie », a dit Julien en faisant glisser la pile de documents vers moi. Le frottement du papier sur le bois a produit un son sec, presque menaçant. « Je suis fatigué, tu es fatigué. On sait tous les deux que ce mariage était une erreur de calcul. » Une erreur de calcul, ai-je répété doucement. Ma voix était étrangement calme, même si mes yeux étaient rivés sur le mot « dissolution », imprimé en gras en haut de la page. C'était tellement clinique, tellement déshumanisant. « Ne joue pas la victime », a soupiré Julien, s'adossant à son fauteuil ergonomique. « Écoute, quand on s'est rencontrés, tu étais serveuse au Petit Prince. Je pensais te sauver. Je pensais que tu serais reconnaissante d'être la femme du PDG de Flux Alpha. Mais soyons honnêtes, ce monde n'est pas fait pour toi. Tu ne sais pas comment t'habiller pour les galas. Tu ne sais pas comment parler aux investisseurs. Tu es homme. » Il a agité la main, cherchant un mot poli et ne le trouvant pas. « Ennuyeuse », a lancé Sophie depuis son coin. J'ai à peine tressailli. Je savais qu'elle était là, perchée sur le rebord de la fenêtre, rivée à son téléphone. 22 ans, blonde, dans une robe bien trop posée pour une audience juridique. « Elle est juste ennuyeuse », a-t-elle ajouté sans lever les yeux de son écran. « Et elle cuisine des trucs bizarres. Qui fait un pot-au-feu pour un vice-président de marketing? » C'est embarrassant. Julien a ricané. « Exact. Le fait est, Marie, que ma société est sur le point d'entrer en bourse. L'introduction est le mois prochain. Mes avocats et mon équipe de relations publiques suggèrent qu'une rupture nette est préférable maintenant. Le célibat, ça fait mieux qu'être marié à une inconnue quand je sonnerai la cloche à Euronext. » J'ai levé les yeux vers lui. « Alors, c'est tout. 2 ans de mariage, et je suis un poids pour ton cours boursier? » « C'est du business, Marie. Ne sois pas sentimentale, » a-t-il dit en tapotant les papiers. « Voici l'accord. Le contrat de mariage dit que tu n'obtiens rien parce que tu n'as rien apporté, mais parce que je suis un type généreux. » Il a sorti la carte noire de sa poche et l'a jetée sur la table. Elle a tourné avant d'atterrir près de ma main. Il y a 10 000 € dessus, assez pour un acompte à, je ne sais pas, Rouen, Orléans, un endroit pas cher. Et je te laisse la Honda. Maître Dubois, l'avocat de Julien, un homme à la sueur perlante au front, a toussé. Monsieur Delacroix, techniquement, la Honda est maintenant louée par la société. Laisse-lui cette foutue Honda, Dubois, a claqué Julien. Je me sens généreux. Il m'a regardé avec un sourire narquois.
Tu vois, je suis un bon gars. Maintenant, signe les papiers. J'ai une réservation pour le déjeuner à l'arpège à 1 heure. J'ai regardé les papiers, puis la carte de crédit, 10 000 euros. Il y a 2 ans, je l'avais rencontré alors qu'il lançait tout juste Fluke Alpha. Il était stressé, peinait à payer les salaires et mangeait des plats à emporter dans le bistrot où je travaillais pour m'éclaircir les idées après mes cours. Il ne m'avait pas sauvé. J'avais écouté ses arguments, ses rêves fous. J'avais organisé son emploi du temps chaotique avant qu'il ne puisse se permettre Sophie. J'avais même utilisé mes propres économies que j'avais faites passer pour un héritage de ma grand-mère, pour couvrir le loyer de leur premier bureau quand ses investisseurs s'étaient retirés. Il avait tout oublié de ça. Ou peut-être n'avait-il jamais su. Ou pire, il s'en fichait. Tu crois vraiment que je suis après ton argent, Julien? Ai-je demandé, ma voix à peine un murmure. Tout le monde veut de l'argent, Marie. Surtout les gens comme toi qui n'en ont pas, a-t-il ricané. Signe, arrête de faire traîner ça, à moins que tu n'attendes un miracle. J'ai pris une grande inspiration. J'ai fouillé dans mon sac. Julien a tressailli, s'attendant peut-être à une arme ou à un procès. Au lieu de cela, j'en ai sorti un simple stylo Bill en plastique. Je ne veux pas de ton argent, Julien, ai-je dit, et je ne veux pas de la Honda. Comme tu veux, a ri Julien. Plus pour moi, signe juste sur la ligne. J'ai décapuchonné le stylo. Je n'avais pas l'air en colère, pas triste non plus, plutôt soulagé. Au moment où la pointe du stylo a touché le papier, la lourde porte en chêne au fond de la salle de conférence a grincé. Le silence est tombé. Habituellement, dans une réunion de divorce à enjeu aussi élevé chez Lefebvre & Associés, les interruptions étaient interdites. Maître Dubois s'est immédiatement levé, le visage empourpré. « Excusez-moi, a-t-il aboyé. C'est une médiation privée. Vous ne pouvez pas entrer comme ça. » Un homme est entré. Il était plus âgé, peut-être au début de la soixantaine, avec des cheveux argentés impeccablement coiffés en arrière. Il portait un costume 3 pièces anthracite qui ne criait pas l'argent. Il le chuchotait. C'était le genre de confection où aucune étiquette n'était visible car le tailleur savait que le nom du client était la seule marque qui comptait. Il marchait avec une canne, non par nécessité, mais comme un accessoire d'autorité. Il n'a pas dit un mot. Il a simplement marché jusqu'au fond de la pièce, a tiré une chaise dans l'ombre, loin de la table principale, et s'est assis. « Qui est-ce que Tom ?» a exigé Julien, tournant sa chaise. « Sécurité, Dubois, appelez la sécurité. » Le vieil homme a posé ses mains sur le pommeau de sa canne et m'a regardé. Ses yeux étaient d'un bleu glacial, perçants, identiques aux miens. « Je suis un observateur, » a-t-il dit. Sa voix était profonde, rauque, avec un accent qui sentait la vieille bourgeoisie parisienne mêlée aux internats européens. « Veuillez continuer. Ne vous occupez pas de moi. » « Un observateur ?» a raillé Sophie, sautant du rebord de la fenêtre. « C'est quoi ça, un sport de spectateur? »« Dehors, le vieux! Julien, fais-le partir. Il sent la naphtaline. » Julien s'est levé, ajustant agressivement ses manchettes. « Écoutez, qui que vous soyez, sortez. Je suis Julien Delacroix, PDG de Fluke Alpha. Je loue cet étage entier pour mon conseil juridique. Vous êtes un intrus. » Le vieil homme n'a pas scellé. Il a sorti une paire de lunettes de sa poche de poitrine et les a mises. « Vous louez les services juridiques, Monsieur Delacroix. Vous ne possédez pas l'immeuble. Si je ne me trompe pas, l'immeuble appartient au groupe Caldwell. » Julien s'est figé. « Et vous êtes qui? » « Le concierge qui vérifie les lumières. » « Quelque chose comme ça, » a dit l'homme d'un ton sec. « On m'a dit qu'il y avait un litige concernant des biens. J'aime observer comment la jeune génération traite les affaires. » Maître Dubois a pâli d'un coup. Il a plissé les yeux vers l'homme au fond. Il a regardé ses cheveux argentés, la coupe spécifique du revers de sa veste, la chevalière en or à son petit doigt. « Monsieur Delacroix, » a chuchoté Maître Dubois entre ses dents. « Asseyez-vous. »« Quoi? » a claqué Julien. « Asseyez-vous, »
a murmuré Dubois, la voix tremblante. Laissez-le rester. Pourquoi? Parce que si nous faisons une scène, la direction de l'immeuble pourrait révoquer nos privilèges de location, a menti Dubois, dégoulinant de sueur. Il savait exactement qui était cet homme. Il avait vu son visage sur le portrait dans le hall chaque matin pendant 15 ans, mais la peur le paralysait. S'il disait à Julien que Pierre Caldwell, le milliardaire reclus de Paris, était en train de les observer, Julien jouerait un rôle. Et Dubois sentait que le vieil homme voulait voir le vrai Julien. Julien a levé les yeux au ciel et s'est rassis. Très bien, peu importe. Si le vieux schnock prend son pied à regarder un divorce, qu'il regarde. C'est fini de toute façon. Il s'est retourné vers moi. Tu vois ce que je dois supporter? De l'incompétence partout. Maintenant, signe. Je n'avais pas regardé le vieil homme. J'avais gardé mes yeux sur le papier. Tu es sûr de ça, Julien? Ai-je demandé une dernière fois? Une fois que j'ai signé, il n'y a plus de retour en arrière. Je pars d'ici et je ne suis plus ta femme. Tu perds toute prétention sur moi et je perds toute prétention sur toi. Séparation totale. C'est littéralement le rêve, Marie, a ricané Julien. Je signe un accord avec le groupe Caldwell la semaine prochaine. Tu sais qui ils sont? Bien sûr que non. C'est la plus grande société de capital risque du pays. Pierre Caldwell va personnellement évaluer ma société pour une injection de 100 millions d'euros. Je dois être célibataire. Je dois être libre de tout bagage. Au fond de la pièce, le vieil homme a fait un bruit. Cela ressemblait à une toux ou peut-être à un rire réprimé. Bagage? A répété le vieil homme. C'est ce qu'est une femme. Julien ne s'est pas retourné. Une femme qui n'apporte rien, oui, c'est un boulet. J'ai besoin d'une partenaire qui corresponde à mon image, comme Sophie. Sophie a rayonné, marchant pour enrouler ses bras autour du cou de Julien. « Chérie, parle-lui de la fête de fiançailles. » Je me suis figé. Mon stylo a hésité au-dessus de la ligne de signature. Une fête de fiançailles. Julien a haussé les épaules, pas le moins du monde coupable. Eh bien, puisque nous signons aujourd'hui, je me suis dit, pourquoi attendre? Nous avons réservé le crayon pour ce samedi. Ce sera une double célébration. Mon divorce et mes fiançailles avec Sophie. Ce sera l'événement de la saison. Haute société, investisseurs, presse. Il m'a regardé avec une pitié feinte. Je t'inviterai, mais la sécurité aura une liste. J'ai senti une froideur s'installer dans ma poitrine. Ce n'était plus du chagrin, c'était de la clarté. Tu as réservé le crayon, ai-je dit. La grande salle de bal, s'est vantée Sophie. Tout le meilleur, 10 000 € rien que pour les fleurs. Intéressant, ai-je murmuré. J'ai regardé par-delà Julien, par-delà Sophie, et mes yeux ont rencontré ceux du vieil homme au fond de la pièce. Il m'a fait un signe de tête à peine perceptible. C'était un signal. Permission accordée. J'ai appuyé le stylo sur le papier. J'ai signé mon nom d'une écriture fluide et élégante. Mary Caldwell Delacroix. Puis j'ai tourné la page suivante. Mary Caldwell Delacroix. Et la page finale. J'ai remis le capuchon du stylo. Fait, ai-je chuchoté. J'ai poussé les papiers sur la table vers Julien. Enfin! Julien les a attrapés, vérifiant les signatures. Mon Dieu, c'était douloureux. Dubois, classe ça immédiatement. Je veux l'ordonnance de divorce finale d'ici vendredi. Il s'est levé, boutonnant sa veste. Il a attrapé la main de Sophie. Viens, chérie, allons fêter ça. J'ai besoin d'un verre. Il m'a regardé une dernière fois. J'étais toujours assise là, les mains croisées. Tu peux garder le stylo, a dit Julien avec magnanimité. Et n'oublie pas ta carte de crédit à 2 balles. Lui et Sophie se sont retournés pour partir. Ils sont passés devant le vieil homme au fond. Julien a fait une pause. Et le vieux, le spectacle est terminé. Tu peux retourner déboucher les toilettes ou ce que tu fais. Le vieil homme n'a pas bougé. Il a juste souri. Un sourire froid de requin. Le spectacle, a dit le vieil homme, ne fait que commencer, monsieur Delacroix. Julien a froncé les sourcils,
confus pendant une seconde, mais il a ensuite secoué la tête et est sorti de la pièce. Les talons de Sophie claquaient bruyamment derrière lui. La porte s'est refermée. La pièce était silencieuse. Maître Dubois tremblait tellement que ses lunettes sont glissées sur son nez. Il s'est levé et s'est profondément incliné devant l'homme au fond. « Monsieur Caldwell, » a balbutié Dubois, « je n'avais aucune idée. » Pierre Caldwell a ignoré l'avocat. Il s'est levé, s'appuyant sur sa canne et a marché vers la table où j'étais assise. Je ne me suis pas levé. J'ai juste regardé mes mains. Pierre a atteint la table. Il a regardé les papiers de divorce signés, puis la carte de crédit noire que Julien avait jetée, et enfin la jeune femme devant lui. « Il t'a appelé un bagage, » a dit Pierre doucement. J'ai levé les yeux, des larmes montant enfin, mais je refusais de les laisser tomber. « Bonjour, papa. » Pierre Caldwell, le milliardaire propriétaire de l'immeuble, le chef du groupe Caldwell, et l'homme que Julien désespérait d'impressionner la semaine prochaine, a soupiré. Il a tendu la main et a posé une main chaleureuse sur mon épaule. « Je t'avais dit que c'était un imbécile, Marie, » a dit Pierre. Mais je n'avais jamais réalisé qu'il était suicidaire. Pierre a ramassé la carte de crédit que Julien avait jetée, l'indemnité de 10 000 €. Il l'a inspectée avec dégoût. 10 000 €, a-t-il médité, pour l'héritière de l'Empire Caldwell. Il a jeté la carte à la poubelle dans le coin. « Viens, ma chère, nous avons beaucoup à faire. S'il veut une fête de fiançailles au crayon ce samedi, je pense que nous devrions nous assurer qu'il reçoive exactement ce qu'il mérite. » « Il pense avoir réservé la grande salle de bal, papa, » ai-je dit, essuyant mon œil. Mais oncle Georges ne possédait-il pas le crayon? « Si, » a souri Pierre avec malice. « Et je pense qu'il est temps que Julien apprenne que dans cette ville, on ne mord pas la main qui nous nourrit, surtout quand cette main tient votre hypothèque entière. » Pierre m'a offert son bras. « Allons faire du shopping. Tu as besoin d'une robe pour une fête de fiançailles. » Parfois, la nuit, quand le sommeil refusait de venir, je repensais à cette période où j'avais cru Julien. Il avait cette faim dans les yeux, cette ambition fiévreuse qui me rappelait presque papa, mais sans la noblesse. Il parlait de changer le monde avec sa technologie, alors que papa, lui, agissait. Il construisait des hôpitaux, des écoles, finançait des recherches qui amélioraient réellement la vie des gens. Julien, c'était du vent, de la surface. Je l'avais compris bien trop tard. J'avais passé mes jeunes années à vouloir prouver ma valeur, à refuser l'argent de mon père, à me battre pour ce qui devait être juste, à vouloir une vie normale. J'avais trouvé un normal qui, ironiquement, me ramenait à mes origines. C'était un sacré gâchis, une leçon d'humilité qui coûtait cher, mais je suppose que j'en avais besoin. Pendant que Julien hélait un taxi jaune, le prix d'Uber était ridicule malgré qu'il se soit vanté de ses millions, un convoi de 3 SUV noirs s'est arrêté devant le gratte-ciel. Je suis sorti des portes tournantes, mon bras lié à celui de papa. Le portier, qui m'avait ignoré chaque matin pendant les 2 dernières années, quand j'apportais à Julien son déjeuner oublié, a failli trébucher. Il reconnaissait l'homme. Tout le monde à Paris reconnaissait Pierre Caldwell. « Bon après-midi, Monsieur Caldwell », a balbutié le portier, se précipitant pour ouvrir la porte arrière du premier SUV. « Après-midi, Antoine », a hoché la tête Pierre, connaissant le nom de l'homme parce qu'il possédait l'agence de recrutement qui l'employait. « Veuillez vous assurer que ma fille monte en toute sécurité. » Le portier s'est figé. « Votre fille, monsieur ?» Il m'a regardé, moi, la femme en gilet beige, la femme qu'il avait vue pleurer dans le hall la semaine dernière quand son mari l'avait réprimandée pour 5 minutes de retard. J'ai souri, mais mon sourire n'a pas atteint mes yeux. « Bonjour, Antoine. » Je me suis glissé dans l'intérieur en cuir, l'odeur d'orchidées fraîches m'accueillant. Pierre est monté à côté de moi. La porte s'est refermée, coupant le bruit de la défense. « Maison, monsieur ?» a demandé le chauffeur. « La villa de la Côte d'Azur, » a dit Pierre. « Nous devons nous éclaircir les idées et appeler Georges.
Dis-lui que j'ai besoin de la suite Perle au crayon, préparée pour samedi, et dis-lui de doubler l'effectif de sécurité. » Alors que la voiture se fondait dans la circulation, j'ai posé ma tête contre l'appui-tête. Le silence était lourd. « Je suis désolé de ne pas lui avoir dit plus tôt, » ai-je murmuré. Je, je voulais juste savoir qu'il m'aimait. Pas l'argent, pas les relations, juste Marie. Et tu l'as découvert, a dit Pierre doucement. C'était une leçon coûteuse, ma chère, mais nécessaire. Tu as passé 2 ans à jouer le rôle d'une épouse dévouée à un narcissique. Tu as cuisiné, tu as nettoyé, tu as secrètement équilibré ses comptes. Tu as même utilisé les dividendes de ton fonds fiduciaire pour rembourser anonymement son prêt commercial initial. J'ai hoché la tête. Il pense qu'un investisseur providentiel l'a sauvé de la faillite. Je suis cet investisseur providentiel. Pierre a grogné. Ou plutôt, tu l'es. Et la semaine prochaine, quand il s'assiera pour négocier avec le groupe Caldwell pour le financement de son introduction en bourse, il va réaliser que l'ange est venu réclamer sa dette. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Julien Delacroix débouchait une bouteille de Dom Pérignon dans son nouveau bureau. Le bureau, tout en verre et en chrome, était conçu pour intimider les visiteurs. Sophie tournait dans son fauteuil, tenant une coupe de champagne. « Je n'arrive pas à croire qu'elle est vraiment signée. » a ri Sophie. « Je pensais qu'elle se battrait pour l'appartement. Au moins, elle n'a pas de colonne vertébrale. » Julien a ricané, posant ses pieds sur le bureau. C'est son problème. Elle est insignifiante. Des idées insignifiantes. Des rêves insignifiants. Elle me retenait. « Sophie, regarde-moi maintenant. Célibataire, cours boursier en flèche. Et dans 3 jours, j'annonce nos fiançailles au crayon. C'est le coup de maître du siècle. » Son téléphone a vibré. C'était un numéro inconnu. « Ici Julien Delacroix », a-t-il répondu d'une voix suave. « Monsieur Delacroix. » Une voix féminine claire et professionnelle a parlé. « Ici Élise Dubois, assistante exécutive de Monsieur Pierre Caldwell. » Julien s'est redressé d'un coup, faillissant renverser son champagne. Il a fait signe frénétiquement à Sophie de se taire. « Oui, mademoiselle Dubois, un honneur de vous entendre. Monsieur Caldwell a examiné votre proposition préliminaire pour Flux Alpha, a-t-elle dit. Il est intrigué. Il aimerait assister à votre événement samedi au crayon. Il pense que ce serait l'environnement parfait pour évaluer votre caractère avant de signer les chèques de financement la semaine prochaine. » Le cœur de Julien battait la chamade. Pierre Caldwell venait à sa fête. C'était ça. C'était le ticket d'or. Si Caldwell le soutenait, Julien ferait la couverture de Forbes. Ce serait incroyable, a haleté Julien. Veuillez dire à M. Caldwell qu'il est l'invité d'honneur. Il sera là, a dit la femme. Il amènera une compagne, une associée silencieuse du groupe Caldwell, qui a un droit de veto final sur tous les investissements. Impressionnez-les, Monsieur Delacroix. Il ne tolère pas les idiots. La ligne a raccroché. Julien a poussé un cri de victoire qui a résonné dans le couloir. « On l'a fait, Sophie. Caldwell arrive. Nous allons être milliardaires. » Il a attrapé Sophie et l'a fait tourner. « J'ai besoin d'un nouveau costume. J'ai besoin du meilleur tailleur de la ville. Et toi, tu vas acheter une robe qui crie « Femme trophée ». Nous devons être parfaits. Rien ne peut mal tourner. Aux environs de ma villa de la Côte d'Azur, à l'intérieur d'une vaste demeure face à l'océan qui coûtait plus cher que le PIB d'un petit pays, j'étais devant un miroir du sol au plafond. Le gilet beige était à la poubelle. Je portais une robe de chambre en soie. Derrière moi, une équipe de 3 stylistes venus de Paris et Milan organisait des portants de robes de haute couture. « Non », ai-je dit, rejetant une robe en mousseline rose. « Trop douce. Ça, c'était la vieille Marie. » J'ai longé la ligne de robe, mes doigts effleurant soie, velours et satin. Je me suis arrêté devant une robe de la couleur du ciel de minuit, un bleu obsidienne profond et chatoyant, avec des accents de diamants tissés dans le bustier. Elle était structurée, pointue, et imposait le respect. Celle-ci, ai-je dit, un choix audacieux, mademoiselle Caldwell, a dit la styliste.
C'est de la collection Vengeance. Elle est destinée à une femme qui chasse. » J'ai souri. C'était le premier sourire authentique que j'avais porté depuis des mois. Il était froid et dangereux. « Exactement, » ai-je dit. « Je ne vais pas là-bas pour célébrer des fiançailles. Je vais y assister à des funérailles. » « Des funérailles, mademoiselle. » « Oui. » Je me suis tourné vers le miroir, mes yeux bleus lançant des éclairs. Les funérailles de la carrière de Julien Delacroix. Le samedi soir est arrivé avec une tension humide et électrique dans l'air. L'hôtel Le Crillon, icône du luxe parisien au coin de la place de la Concorde, brillait de mille feux. Les limousines s'alignaient sur 3 rangs à l'entrée. Les paparazzis étaient en force, alertés par l'équipe de relations publiques de Julien, qu'une annonce technologique majeure aurait lieu dans la grande salle de bal. La scène était celle d'une opulence excessive. Julien n'avait pas lésiné sur les dépenses, principalement parce qu'il avait tout mis sur le crédit de l'entreprise, supposant que l'investissement Caldwell couvrirait tout plus tard. Des lustres en cristal de la taille de petites voitures pendaient du plafond à feuilles d'or. Des serveurs en veste de smoking blanche se déplaçaient comme des fantômes à travers la foule, offrant des flûtes de champagne millésimées et des plateaux de caviar. Julien se tenait en haut du grand escalier, agrippant la rampe. Il transpirait. « Arrête de gigoter », a sifflé Sophie. Elle portait une robe rouge si serrée qu'elle semblait couper la circulation, couverte de paillettes. C'était clinquant, cher, et sans aucune subtilité. « On dirait que tu es coupable de quelque chose. »« Je suis nerveux, Sophie, » a murmuré Julien, balayant la foule en bas. « Caldwell n'est pas encore là. Il est 20h10. L'invitation disait 19h30. »« Les milliardaires sont toujours en retard, » a rejeté Sophie. « Regarde, il y a le vice-président de la Société Générale. Va lui dire bonjour. » La salle était remplie des requins de la bourse, des hommes en costume à 5 000 € et des femmes ruisselantes de diamants. Mais il y avait une étrange énergie dans la pièce, des murmures. Maître Dubois, l'avocat qui avait supervisé le divorce 3 jours plus tôt, se tenait près du bar, buvant du whisky comme de l'eau. Il semblait pâle. Chaque fois que les portes de la salle de bal s'ouvraient, il tressaillait. Point de vue de Maître Dubois. Maître Dubois avait l'estomac noué. Ce soir-là, il ne fêtait rien. Il buvait, oui, mais c'était pour anesthésier la peur glaciale qui l'étreignait depuis 3 jours. Il avait reconnu le vieil homme, M. Pierre Caldwell, la seconde où il était entré dans la salle de médiation. Il avait même prié pour que Julien garde la bouche fermée, mais non. Julien avait cette capacité à creuser sa propre tombe avec une pelle en or. Il se souvenait du regard de Caldwell, de ce sourire de requin quand il avait dit « Le spectacle ne fait que commencer ». Ces mots résonnaient dans ses oreilles comme un glas funèbre. Et maintenant, il était là, au milieu des rires forcés et du champagne, attendant l'inéluctable. Il espérait que les Caldwell ne l'incrimineraient pas trop pour sa participation, son silence. Il avait menti, oui, mais il avait eu peur pour sa carrière. Une fois que les Caldwell vous mettaient une étiquette, elle vous collait à la peau pour toujours. Il voyait bien que Julien s'agitait, incapable de contenir sa nervosité, sa soif d'approbation. Et Sophie, elle était d'une vulgarité à faire pâlir les vieux murs du Crillon. Pour l'amour du ciel, cette robe rouge étincelante. Il prit une autre gorgée de scotch, sa gorge serrée. Son regard était rivé sur les portes d'entrée de la salle de bal. Quand la musique a cessé, un froid mortel a envahi la pièce. Il a vu M. Caldwell d'abord, impeccable, imposant. Et puis, il a fallu qu'il prenne une troisième inspiration. C'était elle, Marie. Non, Mademoiselle Caldwell. Le doorman avait bien dit Caldwell. Maître Dubois a vu Julien se précipiter, puis s'arrêter net, le visage vidé de toute couleur. C'était bien plus qu'une simple vengeance, c'était une exécution, et Maître Dubois avait le terrible pressentiment qu'il était un spectateur forcé au premier rang. « Dubois !» a crié Julien descendant les escaliers.
Pourquoi as-tu l'air d'avoir vu un fantôme? Réjouis-toi. Ce soir, c'est la nuit. Dubois a regardé Julien avec un mélange de pitié et de terreur. Monsieur Delacroix, avez-vous bien vérifié la liste des invités? Bien sûr, a raillé Julien. Pourquoi? Aucune raison, a murmuré Dubois, se tournant vers son verre. Juste bonne chance. À ce moment-là, la musique, un quatuor à cordes jouant du Mozart, s'est arrêtée brusquement. Les lourdes doubles portes de l'entrée de la salle de bal se sont ouvertes. Un silence s'est tombé sur la pièce. Ce n'était pas le silence poli d'une arrivée. C'était le silence admiratif du pouvoir qui entrait dans le vide. Pierre Caldwell se tenait dans l'embrasure de la porte. Il ressemblait à un roi rentrant à sa cour. Il portait un smoking si parfaitement ajusté qu'il semblait être une seconde peau. Il tenait sa canne, ses cheveux argentés brillant sous les lustres. La pièce a haleté. Pierre Caldwell n'allait jamais aux fêtes. Il était un mythe, un reclus. Sa présence ici validait instantanément Julien Delacroix. Le visage de Julien s'est illuminé. Il a lissé sa veste et a commencé à se précipiter. « Monsieur Caldwell, vous êtes venu! » Mais Pierre n'a pas bougé. Il est resté là, attendant. Il a tourné légèrement et a tendu sa main en arrière vers le couloir. Et l'annonceur à la porte a tonné, sa voix légèrement tremblante. « Mademoiselle Mary Caldwell. » Le nom est resté suspendu dans l'air pendant une seconde. Caldwell. Julien s'est figé en plein mouvement. Il a cligné des yeux. Marie? Non, ce n'était pas possible. Sa Marie était une inconnue. Son nom de jeune fille était... En fait, il ne s'en souvenait pas, car il n'avait jamais pris la peine de se renseigner sur sa famille. Puis elle est entrée dans la lumière. C'était Marie. Mais ce n'était pas la Marie qui portait des gilets beige et s'excusait d'exister. Cette femme était une statue de vengeance sculptée dans la glace et les diamants. La robe bleu nuit épousait ses courbes, la fente montant le long de la jambe révélant des talons si acérés qu'ils semblaient ne pouvoir tuer. Ses cheveux, habituellement attachés en un chignon désordonné, cascadaient en vagues polies sur ses épaules. Autour de son cou, il y avait un collier de saphir qui avait appartenu à la célèbre famille Romanov, un bijou valant plus que toute l'entreprise de Julien. Elle a pris le bras de son père, elle a levé le menton. Ses yeux ont balayé la pièce, écartant des centaines d'invités jusqu'à ce qu'ils se posent sur Julien. Elle n'a pas souri, elle a juste regardé. « Oh mon Dieu !» a murmuré Sophie, laissant tomber sa pochette. « C'est la femme ?» Julien a senti le sang quitter son visage. Ses genoux ont légèrement fléchi. « Non, c'est impossible. Elle est fauchée. Je lui ai donné 10 000 euros. » La foule s'est écartée comme la mer Rouge, tandis que Pierre et Marie entraient dans la pièce. Le silence était assourdissant. Tous les yeux étaient sur eux. Julien, fonctionnant à l'adrénaline pure et au déni, a forcé un sourire sur son visage et s'est avancé sur leur chemin. « Monsieur Caldwell !» La voix de Julien a craqué. Il a toussé. « Bienvenue. Et Marie, qu'est-ce que tu fais ici? Tu as trouvé un travail de traiteur? » C'était une chose stupide à dire. Une chose désespérée à dire. La foule a murmuré. Quelqu'un a ri nerveusement. Pierre Caldwell a regardé Julien avec un dégoût pur. « Monsieur Delacroix, vous semblez confus. »« Eh bien, oui, » a balbutié Julien. « C'est mon ex-femme. Je ne sais pas comment elle a passé la sécurité, mais elle n'a pas eu besoin de passer la sécurité. » A interrompu Pierre, sa voix résonnant dans la salle de bal silencieuse. Elle est propriétaire de la société de sécurité. En fait, elle est propriétaire de cet hôtel. Le verre dans la main de Julien a glissé. Il s'est brisé sur le marbre. Crash. Quoi? A chuchoté Julien. Permettez-moi de vous présenter correctement, a dit Pierre, posant une main sur mon dos. Vous la connaissez sous le nom de Marie. La femme que vous avez divorcée il y a 3 jours parce qu'elle était ennuyeuse et n'apportait rien. Mais le monde la connaît comme Mary Caldwell, ma seule fille, l'unique héritière de la fortune Caldwell et l'actionnaire majoritaire de la société de capital risque
à qui vous mendiez de l'argent. La pièce a éclaté. Des halètements, des murmures et des exclamations choquées ont traversé des centaines d'invités. Les téléphones ont été levés, enregistrant le moment. Sophie a reculé, se distançant de Julien. J'ai fait un pas en avant. L'odeur de mon parfum, quelque chose de cher et de rare, a frappé Julien. « Bonjour, Julien », ai-je dit. Ma voix était douce, confiante, méconnaissable du doux murmure auquel il était habitué. Tu voulais un partenaire qui corresponde à ton image, n'est-ce pas? Quelqu'un avec des relations, quelqu'un avec de l'argent. J'ai fait un geste vers la salle de bal opulente, les investisseurs confus, l'avocat terrifié. Eh bien, me voici, ai-je dit, mais j'ai peur que mes honoraires soient un peu plus élevés que 10 000 €. La bouche de Julien s'est ouverte et refermée comme un poisson. « Marie, attends! Chérie, je ne savais pas! Tu ne m'as jamais dit! Tu n'as jamais demandé! » ai-je répondu froidement. « Tu étais trop occupé à parler de toi. » « Mais le contrat de mariage... » Julien s'est accroché à la dernière branche. « Nous avons signé un contrat de mariage. Tu n'obtiens rien. » Maître Dubois s'est avancé de la foule, l'air de vouloir mourir. « En fait, Monsieur Delacroix... »« Taisez-vous, Dubois !» a claqué Julien. « Non, laissez-le parler, ai-je dit. » Dubois a essuyé la sueur de son front. « Monsieur Delacroix, le contrat de mariage stipulait que les deux parties partaient avec ce qu'elles avaient apporté dans le mariage. Puisque Mademoiselle Caldwell a apporté, eh bien, des milliards d'actifs détenus dans des trusts offshore et que vous avez apporté des dettes, la séparation des actifs est assez claire. De plus, a interjeté Pierre, savourant le moment, puisque vous avez utilisé les fonds de la société Flux Alpha pour louer la Honda qu'elle conduisait, et puisque vous avez admis dans une procédure judiciaire enregistrée que vous la lui donniez, cela constitue un transfert d'actifs de la société, et puisque vous venez d'admettre la fraude en organisant une fête privée aux frais de la société, Pierre s'est penché près de Julien. « Je ne pense pas que nous investirons dans Flux Alpha, Monsieur Delacroix. En fait, je pense que ma fille, qui siège au conseil d'administration de la banque qui détient vos prêts commerciaux, pourrait bien réclamer vos dettes ce soir. » Julien m'a regardé. Il a regardé la femme qu'il avait jetée comme un déchet. « Marie, » a-t-il plaidé, sa voix tremblante. « S'il te plaît, c'était une erreur. Sophie ne signifiait rien. J'étais stressé. Nous pouvons arranger ça. Nous pouvons renouveler nos vœux tout de suite. Regarde, tout le monde est là. » Je l'ai regardé. Pendant une seconde, Julien a cru y voir de la pitié. Puis j'ai ri. C'était un son léger, aérien. « Renouveler nos vœux ?» ai-je demandé. « Julien, je ne suis pas venu ici pour t'épouser. Je suis venu ici pour te ruiner. » Je me suis tourné vers l'orchestre. « Jouez quelque chose de festif » ai-je commandé. « J'ai envie de danser. » Alors que la musique montait, Julien se tenait au milieu des éclats de verre de sa flûte de champagne, regardant l'amour de sa vie et la fortune qu'il avait poursuivie pendant des années s'envoler dans les bras d'un beau comte européen qui venait de l'inviter. Le piège s'était refermé et Julien était le rat pris au piège. Croyez-vous que Marie est allée trop loin avec sa vengeance ce soir-là? Ou bien Julien a-t-il simplement récolté ce qu'il a semé? 3 semaines plus tard, Paris était impitoyable en novembre. Le vent fouettait les canyons d'acier et de verre de la Défense, charriant une pluie mordante qui trempait instantanément les tissus bon marché. Julien Delacroix se tenait devant le siège vitré et imposant du groupe Caldwell. Il ne portait plus son costume en laine italienne, vendu à une friperie de luxe. Il portait un imperméable générique acheté dans une pharmacie. Il avait l'air 10 ans plus vieux. Son visage était émacié, mal rasé, et ses yeux creux. La chute avait été rapide et totale. Le matin suivant le fiasco du crayon, la bourse avait lancé une enquête sur son utilisation des fonds de l'entreprise. Le conseil d'administration de Flux Alpha l'avait viré avant midi. À 14 heures, la banque avait réclamé ses prêts personnels. Son penthouse avait été saisi.
Sa voiture avait été reprise. Même ses cartes de crédit étaient bloquées. Il dormait actuellement sur le canapé de son ami Marc à Argenteuil, mais Marc lui avait dit ce matin qu'il devait partir d'ici le week-end car cela gâchait l'ambiance. Julien a vérifié sa montre. Une montre numérique en plastique bon marché. 12h30. Il savait qu'elle sortirait maintenant. Elle déjeunait toujours à 12h30. Il se souvenait au moins de ça. Les portes tournantes ont tourné. Le cœur de Julien a bondi. Un groupe de cadres est sorti en riant. Et là, au centre, il y avait Marie. Elle était radieuse. Elle portait un tailleur pantalon couleur crème, ses cheveux parfaitement brochés. Elle tenait une tablette et parlait à un homme qui ressemblait à un sénateur. Julien s'est jeté en avant. « Marie! » Les agents de sécurité à l'entrée se sont instantanément avancés, leurs mains allant à leur ceinture. Ils ont vu un homme échevelé crier sur l'héritière. « Reculez !» a aboyé un agent. Marie s'est arrêtée. Elle a levé les yeux et l'a vu. Elle a fait un signe de la main aux gardes. « C'est bon, Frank, je le connais. » Les gardes ont hésité, mais se sont écartés, formant un mur entre Marie et la rue, laissant un tampon de 5 pieds. Julien a marché jusqu'à la ligne, de l'eau dégoulinant de son nez. « Marie, » a-t-il haleté, « j'ai essayé de t'appeler. Ton numéro a changé. » « En effet, » a-t-elle dit agréablement. « Comment vas-tu, Julien? »« Comment je vais? » Julien a ri, un son hystérique et éraillé. « Je suis ruiné, Marie. Ils ont tout pris. L'entreprise, l'appartement. J'ai 40 € à mon nom. »« 40 €, a dit Marie calmement. « Je me souviens d'avoir eu 40 €. Quand j'avais 19 ans, vivant dans un dortoir, refusant de toucher l'argent de mon père pour apprendre ce qu'était le monde réel. Ça forge le caractère, n'est-ce pas? »« Arrête !» a crié Julien, puis a baissé la voix alors que les gens dans la rue les regardaient. « Écoute, j'ai compris. Tu voulais me donner une leçon. Leçon apprise. D'accord, je suis humble. Je suis désolé. J'étais un connard arrogant. Mais ça, c'est trop. Tu ne peux pas simplement détruire la vie d'un homme à cause d'une mauvaise rupture. »« Je n'ai pas détruit ta vie, Julien, » a dit Marie. « J'ai juste arrêté de la subventionner. »« Subventionner? Qui penses-tu a convaincu le propriétaire de te donner 3 mois de loyer supplémentaire pour le bureau quand tu as commencé? » a demandé Marie. « Moi. Je l'ai payé en espèces avec l'argent de ma grand-mère. Qui penses-tu a corrigé ton pitch deck avant le tour de Serie A? Moi. J'ai réécrit tout le modèle financier pendant que tu dormais. » Julien a cligné des yeux. « Tu as fait le modèle? » « Oui. Et qui penses-tu a glissé un mot aux éditeurs de TechCrunch pour que tu aies ce premier article? » Marie s'est approchée, ses yeux durs. « Je n'ai jamais été une simple serveuse, Julien. J'étais ta partenaire. J'étais le moteur qui faisait tourner ta petite voiture rouillée. Tu n'as juste jamais pris la peine de regarder sous le capot. » Julien s'est affaissé. La pluie était froide, mais la vérité était plus froide encore. Il a réalisé avec un sursaut écœurant qu'elle avait raison. Chaque fois qu'il avait eu un coup de rocher au cours des 2 dernières années, Marie avait été là en arrière-plan, souriant, lui tendant un café, disant « Ça va marcher ». Il avait confondu sa compétence avec de l'invisibilité. « J'ai besoin d'aide, Marie », a chuchoté Julien, sa fierté finalement complètement brisée. « Je n'ai nulle part où aller. Personne ne m'embauchera. Mon nom est un poisson dans cette ville. S'il te plaît, juste un prêt ou un travail. Je balayerai les sols, n'importe quoi. » Marie l'a regardé. Elle a regardé l'homme qui lui avait jeté une carte de crédit en lui disant d'aller vivre à Saint-Denis. Elle a ouvert son sac à main. Julien a retenu son souffle. Allait-elle lui donner un chèque, la clé d'un appartement? Elle en a sorti une carte de visite. Elle était d'un blanc uni avec un numéro de téléphone. « C'est le numéro d'une agence de recrutement à Colombes, » a-t-elle dit, la lui tendant. « Ils sont spécialisés dans les postes de vente de premier échelon. C'est un travail honnête. Tu as un salaire de base et des commissions. Le loyer est bon marché à Colombes. » Julien a fixé la carte. « Colombes?
Vente de premier échelon? C'est un nouveau départ, Julien, a-t-elle dit, sa voix s'adoucissant juste un peu. Paris n'est pas fait pour toi, tu t'es perdu ici. Peut-être qu'ailleurs, là où personne ne te connaît, tu pourras réapprendre à être une personne au lieu d'un PDG. Elle s'est retournée pour partir. Marie, a-t-il appelé une dernière fois, elle s'est arrêtée mais ne s'est pas retournée. M'as-tu déjà aimé ou n'étais-je qu'un projet? Marie a regardé son reflet dans la porte vitrée de l'immeuble dont elle hériterait un jour. Je t'ai aimé assez pour cacher qui j'étais, afin que tu puisses te sentir grand, a-t-elle dit. Mais je m'aime assez pour arrêter de rapetisser. Elle a traversé les portes tournantes et a disparu dans la chaleur du hall. Julien est resté seul sous la pluie. Il a regardé la carte de visite. Vente et solutions auto du Grand Ouest. Il a levé les yeux vers le gratte-ciel disparaissant dans la brume. Il a alors réalisé que la distance entre lui et Marie n'était pas seulement du verre et des gardes de sécurité. C'était un univers. Il a mis la carte dans sa poche, a relevé son col contre le vent et a commencé la longue marche vers la gare routière. 2 ans avaient passé depuis cet après-midi pluvieux devant la tour Caldwell. Paris avait tourné la page, comme elle le fait toujours. Le scandale de la faillite de Flux Alpha n'était plus qu'une note de boss de page dans les tabloïds financiers, une histoire édifiante enseignée dans les écoles de commerce sur les dangers du surendettement et de la sous-estimation de son conjoint. Dans le bureau penthouse du groupe Caldwell, Marie était assise derrière le massif bureau en chêne qui avait appartenu à son père. Pierre Caldwell avait officiellement pris sa retraite dans un vignoble en Toscane 6 mois plus tôt, laissant l'empire entre les mains de Marie. Elle n'était plus la même femme qui avait siégé dans cette triste salle de conférence, vêtue d'un gilet beige. Elle était plus affûtée, plus forte. Ses cheveux étaient coupés dans un carré chic et elle portait un tailleur émeraude impeccable qui imposait le respect. Elle passait en revue les subventions philanthropiques trimestrielles lorsque son assistant, un jeune homme nommé Léo, a frappé à la porte. « Mademoiselle Caldwell », a dit Léo. Le courrier est arrivé. La plupart est standard, mais il y a une enveloppe personnelle. Il n'y a pas d'adresse d'expéditeur, mais elle est postée de Colombe. Marie s'est figée. Son stylo a hésité au-dessus du papier. Colombe. Laisse-la, Léo. Merci. Quand la porte a cliqué, Marie a fixé l'enveloppe. C'était du papier blanc bon marché. L'écriture était familière, non pas le gribouillis désordonné et pressé d'un PDG arrogant, mais une écriture plus soignée et délibérée. Elle a pris son coupe-papier en argent et a ouvert l'enveloppe. À l'intérieur, il n'y avait pas de lettres, pas de longues excuses, pas de justification. Il n'y avait qu'un chèque de banque. À l'ordre de Mary Caldwell, montant 10 000 euros. Mary a fixé le chiffre. 10 000 euros. C'était le montant exact que Julien lui avait jeté sur la table en acajou lors de leur divorce. L'indemnité de rupture. Elle a retourné le chèque. Au dos, en petite encre bleue, se trouvait une courte note. Pour la Honda et la leçon. J'ai. Marie a expiré un souffle qu'elle ne savait pas retenir. Elle s'est adossée à sa chaise, fermant les yeux, et un instant, les gratte-ciels de Paris ont disparu, remplacés par l'image d'un parking de voitures enneigées en banlieue parisienne. À 500 mètres de là, dans la périphérie grise de Colombe, le vent hurlait. Julien Delacroix soufflait de l'air chaud dans ses mains en coupe et tapait la neige de ses bottes. Il portait un épais parka avec le logo Vente et Solutions Auto du Grand Ouest brodé sur la poitrine. « Delacroix !» a crié son manager, un homme bourru nommé Grand Tony, depuis le bureau. « Tu as un client sur le parking qui regarde les berlines d'occasion? »« J'arrive, Tony, » a répondu Julien. Il a trotté dans le froid. Il ne marchait plus avec l'assurance d'antan. Sa démarche était déterminée, humble. Il s'est approché d'un jeune couple frissonnant près d'une rangée de voitures. Ils semblaient terrifiés, achetant clairement leur première voiture ensemble, probablement inquiets des vérifications de crédit et des acomptes. « Bonjour, monsieur, madame », a dit Julien avec un sourire sincère.
Un sourire qui atteignait réellement ses yeux maintenant. Il fait froid aujourd'hui. Vous cherchez quelque chose de fiable qui ne cassera pas la tirelire? Oui, a dit le jeune homme nerveusement. Nous, nous n'avons pas beaucoup. Nous avons juste besoin d'aller travailler. Je comprends, a hoché la tête Julien. Je sais ce que c'est de tout recommencer. Laissez-moi vous montrer cette Clio ici. Elle a un faible kilométrage et je peux parler avec le financier pour vous obtenir un taux raisonnable. Nous ne sommes pas là pour vous voler. Alors qu'il les guidait vers la voiture, un cabriolet rouge flashy est entré sur le parking de la concession. Il était déplacé dans ce triste hiver, bruyant, ostentatoire et cher. La portière du conducteur s'est ouverte et une femme est sortie. Elle portait un manteau de fourrure qui semblait bon marché et faux, et des talons qui s'enfonçaient dans la gadoue. C'était Sophie. Julien s'est arrêté net. Il ne l'avait pas vue depuis 2 ans, pas depuis qu'elle lui avait jeté la bague à la poitrine au crayon. Elle avait l'air plus âgée, plus dure. Son maquillage était trop épais, essayant de couvrir les rides de stress. Elle l'a aperçu et a souri d'un air narquois, marchant vers lui. « eh bien, a-t-elle ri, regardant son parka. Regarde-moi ça, le grand Julien Delacroix vend des voitures d'occasion dans la France profonde. » Julien s'est excusé auprès du jeune couple. « Donnez-moi un instant, mesdames, messieurs. » Et s'est dirigé vers elle. Il ne ressentait plus l'ancienne colère. Il ressentait juste de la pitié. « Bonjour, Sophie. Qu'est-ce que tu fais à Colombes? »« Je rends visite à ma famille. » A-t-elle menti sans ciller. « Je me suis dit que je passerais te voir. J'ai entendu dire que tu étais ici. » Elle l'a examiné de haut en bas, se léchant les lèvres. « Tu sais, Julien, Paris est ennuyeuse. Et j'ai rompu avec ce banquier. Il était radin. Peut-être qu'on pourrait prendre un verre. Pour le bon vieux temps. Je parie que tu es seul ici. » Elle s'est approchée, sa main cherchant sa fermeture éclair. On était bien ensemble, Julien. On était un power couple. Peut-être qu'on peut trouver un moyen de s'en sortir ensemble. Julien a regardé sa main. Il s'est souvenu à quel point elle s'était facilement retournée contre lui quand l'argent avait disparu. Il s'est souvenu de l'humiliation. Il a doucement pris sa main et l'a retirée de son manteau. « Je ne suis pas seul, Sophie, » a dit Julien doucement. Il s'est retourné et a désigné la vitrine de la concession. À l'intérieur, assise au comptoir d'accueil, il y avait une femme. Ce n'était pas un mannequin. Elle n'était pas riche. C'était de la réceptionniste, Sarah. Elle avait les cheveux bruns, un sourire doux, et elle était en train de tricoter une écharpe. Elle a levé les yeux, a vu Julien et a agité la main joyeusement. Julien a agité la main en retour. « J'ai tout ce dont j'ai besoin ici même, » a dit Julien à Sophie. « Et j'ai des clients qui attendent. Des gens qui ont besoin d'aide, pas d'une mise en scène. »« Tu es pathétique, » a raillé Sophie, son ego blessé. « Tu n'es personne. »« Peut-être, » a haussé les épaules Julien. « Mais au moins, je dors la nuit. » Il lui a tourné le dos et est retourné vers le jeune couple près de la Clio. « Désolé pour ça, » leur a dit Julien. « Juste un fantôme. Maintenant, laissez-moi vous montrer le coffre de cette beauté. » Alors qu'il expliquait la garantie, il a ressenti une légèreté dans la poitrine qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Il avait envoyé le chèque ce matin. Il lui avait fallu 2 ans à économiser chaque commission, à manger des nouilles instantanées et à vivre dans un studio pour amasser 10 000 euros. Il était à nouveau fauché, mais sa dette était payée. De retour à Paris, Marie a décroché le téléphone. « Service financier » a-t-elle dit. « Oui, mademoiselle Caldwell, je vous envoie un chèque de 10 000 euros. Déposez-le sur le fonds de bourse Seconde Chance. » « Bien sûr. Devons-nous indiquer le nom du donateur? » Marie a regardé le chèque une dernière fois avant de le déposer dans la boîte d'envoi. Elle a pensé à l'homme qu'elle avait épousé, l'homme qui voulait conquérir le monde, et l'homme qui avait finalement appris que le monde n'était pas quelque chose que l'on conquiert. C'était quelque chose que l'on gagne. Indiquez le donateur comme anonyme, a dit Marie. Elle s'est levée et a marché vers la fenêtre du sol au plafond.
Le soleil se couchait sur le jardin des Tuileries, jetant une lueur dorée sur la ville. Elle n'était plus en colère. Le karma avait bouclé la boucle. Il avait perdu les millions qu'il ne méritait pas, mais peut-être que dans la neige de Colombe, il avait retrouvé l'âme qu'il avait perdue. Marie a souri, a touché la vitre froide et a murmuré à la ville en contrebas. « On est quitte, Julien. Enfin, on est quitte. » Elle a éteint les lumières de son bureau et est sortie, prête à retrouver son père pour le dîner. Elle marchait la tête haute, non pas à cause de ses milliards, mais parce qu'elle savait exactement qui elle était. Et cette fois, personne ne la sous-estimerait jamais plus. Et aujourd'hui, je n'en sais rien. Parfois, je pense que c'était la meilleure chose qui pouvait m'arriver. Parfois, je pense que j'ai fait une erreur, probablement les deux. C'est la vie, non? Rien n'est clair, rien n'est parfait. Mais c'est